Les nouveaux ambassadeurs de l'Angola, de l'Algérie, du Royaume d'Espagne, du Venezuela et du Royaume hachémite de Jordanie viennent d'être accrédités en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations? C'est le thème de la campagne de sensibilisation que vient de lancer l'Office national de la protection civile contre les effets néfastes des pluies diluviennes. Nous en parlerons en toute fin de journal. Et puis, Barack Obama, le président des États-Unis, a décidé de retirer Cuba de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. L'annonce, elle a été qualifiée de juste par la Havane. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans ce journal. Direction le palais présidentiel. Plusieurs nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire sont allés présenter leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs de la République d'Angola, de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume d'Espagne, de la République bolivarienne du Venezuela et du Royaume hachémite de Jordanie. Le compte-rendu est signé à Ouattouré. Le nouvel ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie, Ali Hassan Al-Kayed, entend placer sa mission en Côte d'Ivoire sous le signe du renforcement de la coopération entre les deux pays, avant d'indiquer qu'il a aussi évoqué avec le président de la République Alassane Ouattara les questions liées à la situation au Proche-Orient. J'aimerais d'abord dire que j'ai eu le grand honneur ce matin de présenter, n'est-ce pas, ma lettre de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc nous avons eu à échanger sur la situation en Jordanie, notamment les réfugiés que nous recevons en Jordanie et tout ça. Donc ce fut un grand honneur pour moi, n'est-ce pas, d'avoir cette rencontre avec son Excellence. Alejandro Israel Correao Ortega est lui le tout premier chef de la mission diplomatique de la République bolivarienne du Venezuela en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui de sa relation d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire car les deux pays partagent la même ambition de développement et d'émergence. Moi, aujourd'hui, je suis l'ambassadeur qui a présenté pour la première fois la lettre de créance en nom du président Nicolás Maduro du Venezuela. Et je suis très content pour ça honneur. En cette occasion, j'ai parlé avec le président de la possibilité pour relancer les liens, les relations de coopération du Venezuela avec Côte d'Ivoire. C'est très important dans le domaine de l'expérience pétrolière que le Venezuela a. Nous sommes prêts pour aider le Côte d'Ivoire aussi en matière éducative avec la coopération interuniversitaire, avec la coopération avec la donation de kits scolaires pour les écoles. L'Espagne et la Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations depuis de nombreuses années. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Luis Prado Covarrubias Bias, veut s'inscrire dans cette dynamique et apporter sa pierre au renforcement de cette vieille amitié. Le moment est propice pour approfondir cette relation et pour resserrer les liens sur les plans économiques, sur les plans politiques et sur les plans culturels aussi. La Côte d'Ivoire est un pays très important en Afrique et c'est un pays qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et il y a une forte croissance économique, il y a eu aussi une aperture internationale et l'Espagne est très bien placée pour profiter de ces circonstances et devenir encore un pays plus ami avec la Côte d'Ivoire. Je voulais dire aussi que la Côte d'Ivoire est le pays où il y a le plus grand nombre d'étudiants d'espagnol en Afrique. Ça veut dire que la langue et la culture espagnole et des pays qui s'expriment en espagnol est connu en Côte d'Ivoire et c'est la base d'une bonne amitié entre nos deux peuples.
Présentant ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Mohamed Abdelaziz Bouguetaïa, a souligné que si l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont de tout temps entretenu des relations d'amitié, de respect et de confiance, leur coopération n'a jusque-là pas atteint le niveau de leur potentialité. L'ambassadeur Bouguetaïa a fait part de ses ambitions au chef de l'État. Je suis en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'ambition. L'ambition de resserrer davantage les relations avec la Côte d'Ivoire qui sont excellentes depuis fort longtemps. L'ambition également de relancer le partenariat avec votre pays et multiplier les flux d'échanges et commerciaux entre nos deux pays, puisque nos relations ne sont pas au niveau des potentialités que nos deux pays recèlent. Nous avons énormément de possibilités de faire beaucoup plus. La République d'Angola nourrit aussi l'ambition de donner plus de dynamisme aux relations qu'elle entretient depuis de nombreuses années avec la Côte d'Ivoire, comme l'a déclaré à son tour son nouvel ambassadeur en Côte d'Ivoire. C'est sous le signe de renforcement des relations qui ont toujours existé entre l'Angola et la Côte d'Ivoire et surtout le relancement ou la redynamisation de la coopération entre les deux pays. Autre temps fort de cette cérémonie de présentation de lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, le cérémonial militaire. C'est un détachement de la garde républicaine de Treichville, placé sous les ordres du capitaine Koulibaly Meka, qui a rendu les honneurs militaires à ses 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le président de la République s'est également entretenu avec une délégation du groupe pétrolier américain Anadarko, un producteur qui gère l'exploitation de gisements. Les échanges ont porté sur le point des investissements du groupe en Côte d'Ivoire. On reste avec Awa Touré. Signe que le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire est en plein essor, le vice-président du groupe Anadarko, Robert Daniel, est venu informer le président de la République Alassane Ouattara de l'avancée des projets d'évaluation en eau profonde. Nous avons informé M. le Président de la République de l'avancement de nos projets qui sont importants, qui prennent un nouveau tour. Et nous venons lui présenter des nouvelles étapes très importantes pour lesquelles nous souhaitons tout son appui pour accélérer les travaux avec Petroci et le ministère. Le groupe Anadarko est une société américaine spécialisée dans l'exploitation pétrolière et gazière. Le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement. Les hommes d'affaires français ont échangé aujourd'hui avec Robert Begré-Mambé. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan leur a présenté quelques opportunités d'investissement. Jean-Louis Gbangbo nous en dit plus. Ils sont 47 chefs d'entreprise françaises à avoir fait le déplacement à l'hôtel du district d'Abidjan. La délégation du mouvement des entreprises de France, MEDEF International, a été instruite sur les potentialités de la Côte d'Ivoire et particulièrement du district d'Abidjan en termes d'investissement. Abidjan regorge près de 70% des activités économiques et industrielles de la Côte d'Ivoire, surtout dans les domaines secondaires et tertiaires. Abidjan est un hub pour les entreprises françaises. Vous vous installez ici, vous rayonnez au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, au Sénégal. Le gouverneur a particulièrement insisté sur les grands projets d'infrastructures de transport, d'aménagement urbain et de projets dans le domaine de l'éducation et de la santé. Le district d'Abidjan a, selon lui, l'ambition d'être le hub économique de la sous-région. Il a besoin, à ce titre, de l'appui des investisseurs français. Message bien perçu par la délégation du MEDEF qui s'est réjouie des signaux positifs qu'Abidjan donne à l'étranger. Il y a beaucoup de pistes qui ont été évoquées. Moi, je suis très confiant que dans les semaines et les mois à venir, il y aura des partenariats qui vont se nouer avec le district, avec les services,
de l'État pour pouvoir concrétiser des projets. Faute d'une quarantaine d'entreprises et composée à un tiers de représentants de petites et moyennes entreprises PME et de très petites entreprises TPE, la délégation du MEDEF avait en son sein des chefs d'entreprise exerçant dans les domaines de l'assainissement, de la formation, des TIC et des transports. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est désormais certifié, et ce depuis la semaine dernière. Concrètement, cette certification va consacrer des lignes de vol direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Ce résultat est dû en partie au travail du gouvernement et aussi à une série d'actions et de réformes dans le secteur. Comment on en est arrivé à cette certification? Qu'est-ce qu'elle implique réellement? Élément de réponse dans ce reportage signé Francis Boifou. Enfin, la certification américaine de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, 15 ans après le lancement du processus. C'est le résultat d'un audit mené en mars dernier par l'administration américaine chargée de la sûreté. C'est aussi le fruit de nombreux investissements pour la mise en conformité de l'aéroport. Premier bénéficiaire de cette certification, encore appelée agrément TSA, par les spécialistes de l'aviation civile, les usagers. Ça nous évite les escales parce que là, si tu dois aller en New York, tu dois passer par Paris ou bien passer par l'Italie. Là, c'est un gain pour nous, pour tout le monde. Souvent, quand tu fais l'escale, tu perds tes bagages. Bon, quand il y a un vol direct, on sait que c'est sûr que vraiment le voyage n'est pas beaucoup fatigant, quoi. Effectuer désormais des vols directs à destination des États-Unis à partir de l'aéroport d'Abidjan ou à partir du pays de l'oncle Sam vers la destination Côte d'Ivoire présente d'énormes opportunités pour la plateforme aéroportuaire ivoirienne. Notre aéroport a comme ambition d'être un hub dans la sous-région, c'est-à-dire un aéroport vers lequel converge tout le trafic de la sous-région. Et donc, si vous avez le trafic de la sous-région qui converge vers vous, il faut pouvoir emmener ces passagers là où ils veulent aller. Et les États-Unis, c'est une destination intéressante pour les hommes d'affaires. Une telle certification rapproche les hommes d'affaires américains des hommes d'affaires africains et ivoiriens en particulier. Et je pense que c'est pour cela que le gouvernement, le président de la République en a fait une priorité, parce que ça va dans le sens de l'émergence. L'obtention de la certification américaine va également booster l'économie ivoirienne. Ça va ouvrir un nouveau marché, de nouvelles compagnies vont pouvoir venir, vont pouvoir ramener du trafic et augmenter à la fois le tourisme, augmenter les échanges. Il peut y avoir également des vols cargo. Donc ce n'est pas limité juste aux personnes, mais également aux marchandises. Donc ça permet une ouverture sur le monde un petit peu différente de celle qui était jusqu'à présent la situation à Abidjan. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un instrument national qui est Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est des ouvertures importantes pour notre compagnie nationale qui peut, même si elle-même ne va pas directement aux États-Unis, faire donc des alliances avec une compagnie pour pouvoir donc desservir également donc les États-Unis. Déjà, les autorités de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny multiplient les actions dans la perspective d'un vol inaugural. L'aéria fait des démarches commerciales, fait des propositions, démontre l'attractivité de la Côte d'Ivoire, la taille du marché en nombre de passagers vis-à-vis des compagnies qui peuvent desservir les États-Unis. Et à côté de ça, on continue à faire un programme d'investissement important sur l'aéroport, mais qui là concerne toutes les compagnies aériennes qui avoisinent les 35 milliards de francs. On a besoin de toujours améliorer notre équipement, améliorer notre procédure et consignes au niveau de sûreté pour rester toujours au niveau des standards internationaux. Et le certificat peut être enlevé dans 1 minute, mais tu peux travailler 20 ans pour avoir ça. Et on a besoin de rester très vigilant. Améliorer le niveau de sûreté, c'est-à-dire renforcer les dispositifs de vidéosurveillance, de contrôle des documents, des bagages, des passagers, c'est le défi à relever après la certification américaine. Aujourd'hui, la police, la gendarmerie, la douane, la vie sécure et aérienne, tout le monde a coopéré. Nous allons associer tout le monde à tout ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous avons réussi à mettre tout le monde en confiance et à obtenir ce résultat-là. Nous allons continuer sur ce chemin. On entend, quand on est dans l'aéroport, beaucoup de passagers se plaindre en disant « on a des contrôles, pourquoi ?» etc. C'est de la sûreté. Il faut savoir que chaque passager, pour voler d'une manière sécuritaire, est obligé de passer les contrôles.
Nous-mêmes, en tant que personnel travaillant sur l'aéroport, nous passons les mêmes contrôles. Nous enlevons notre veste, nous enlevons notre ceinture, nous enlevons nos chaussures pour passer les contrôles d'inspection-filtrage. Parce que la sûreté, c'est l'affaire de tous, ne cessent de répéter les experts de l'aviation civile internationale. Et la Côte d'Ivoire, qui veut faire de son aéroport un hub au niveau de la sous-région, doit redoubler d'efforts et de vigilance pour maintenir cette certification américaine en vue de mieux concurrencer les aéroports du Ghana, du Sénégal et du Nigeria, certifiés il y a des années. Sur le sujet, la Côte d'Ivoire a fait un bond en avant. Son aéroport a enregistré en 2014 1 500 000 voyageurs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a échangé ce matin avec les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les membres du corps préfectoral des régions de l'Agnébi-Tiassa et de Lamé. Les échanges ont essentiellement porté sur la visite prochaine du président de la République dans les régions de l'Agnébi et de Lamé. Les détails avec Abou Sanogo. Salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau, archi-comble. Rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les élus, cadres, chefs traditionnels, membres du corps préfectoral et la population de la région de Lamé et du département d'Agboville. Au centre de cette rencontre, les étapes de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le département d'Agboville sera visité le lundi 4 mai, le département d'Akoupé le 8 mai et celui d'Azopé le 9 mai. Les populations d'Agboville et de la région de Lamé attendent donc réserver un accueil chaleureux et enthousiaste au chef de l'État, Alassane Ouattara. Avant même qu'il arrive, de vous dire, de lui traduire au nom de toutes les populations de la région de Lamé nos sentiments sincères de remerciement que nous saurons lui traduire de façon plus vibrante lors de son séjour les 8 et 9 mai prochains. Nous allons montrer que nos régions sont des régions tout à fait favorables au président Alassane Ouattara, que nos régions sont également favorables au développement. C'est une occasion pour nous de démontrer que nous nous inscrivons dans la politique de développement du président Alassane Ouattara et je vous assure que nous mettrons tout en œuvre pour démontrer que ce peuple adhère à la politique du président. Le président de la République sera dans les chefs-lieux de département et de région. Le 8 mai à Akoupé et à Lépé. Le 9 mai à Yakassé à Tobrou. Adzopé abritera le meeting de clôture. La visite d'État dans la région de Lamé, c'est donc pour début mai. Mais demain, jeudi déjà, le chef de l'État effectuera une visite à Tiassalé. Le département tout entier est mobilisé pour réserver un accueil chaleureux au président de la République et lui présenter en même temps ses doléances. Mamadou Kouassi revient de Tiassalé. Il nous en parle. La ville de Tiassalé en plein toilettage. Cette localité de la région de l'Agnébi-Tiassa au sud de la Côte d'Ivoire reçoit dans quelques heures le président de la République, Alassane Ouattara, pour une visite d'État. Une visite qui se veut mémorable pour la population. Depuis quelques jours, les populations de la sous-préfecture de Tiassalé et celle de Ndoussi se sont engagées dans des travaux de nettoyage. Tous s'activent pour donner fière allure à chacune des localités qui composent la commune de Tiassalé. Tout le monde est motivé. Depuis 5 heures du matin, certains jeunes se sont délaissés de leur travail pour être là sur le terrain, pour prêter main forte aux autorités administratives. Tout le monde est content et tout le monde est impatient de voir le président de la République. Aujourd'hui même, nous sommes dans les rues pour balayer, rendre les rues propres pour que le président puisse passer. En tout cas, nous sommes tellement contents pour recevoir le président. Les autorités politiques et administratives ont décidé de relever le défi de la mobilisation. À mes parents, que demain puisse être un jour spécial et réservé au président de la République. Ce n'est pas toujours que nous avons la chance d'avoir le président avec nous. Il sera là et il faudrait que les populations se mobilisent comme un seul homme. Je les demande, quelles que soient les sensibilités, de venir. Parce que le président vient certainement avec les mains chargées. La première dame sera là certainement avec les mains chargées. Mais pas seulement pour maintenant, mais des annonces pour le futur afin d'apporter des changements aux conditions de vie des populations. Tout est fin prêt pour communier avec le président de la République, Alassane Ouattara, dans le département de Tiassalé. Dans le domaine de la gestion des déchets, des ordures ménagères
nous avons vraiment d'énormes besoins. Nous attendons vraiment 2 bennes avec 2 chargeuses pour chacune de ces grandes agglomérations-là, pour nous permettre de résorber définitivement ce problème de salubrité. À côté de cela, vous avez des problèmes graves de sécurité. Le seul commissariat de police que nous avons ici aujourd'hui ne dispose pas d'engins roulants. Ce qui fait que malheureusement, nous assistons à des braquages de domicile qui se font même à pied aujourd'hui. Donc vraiment, en toute urgence, nous souhaitons vraiment que le commissariat soit doté vraiment de matériel roulant. Une visite qui s'inscrit en 2 étapes, à savoir l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste à Bodo, dans la sous-préfecture de Ndoussi, et le moment d'échange et de communion avec la population du département, au stade de Tiasalé. Mamadou Kouassi vient de le dire, au cours de cette visite d'État, le président de la République va inaugurer l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiasalé. En partenariat avec le centre de secours de Nzianouan, cet hôpital confessionnel catholique va accueillir les accidentés de l'autoroute du Nord et de l'axe Ndoussi-Gagnoa. Notre reporter donc nous dit que la structure sanitaire est le produit du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute du Nord. En plus du centre de secours d'urgence de Nzianouan, ils auront au carrefour de Tiasalé un hôpital de référence dans la prise en charge des accidentés de la route. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste, situé dans la sous-préfecture de Ndoussi, a 2 pôles d'activité, à savoir les urgences médico-chirurgicales et le pôle mère-enfant. L'hôpital est une réalisation de la Société de culture bananière, SCB, une filiale du fonds de dotation de la compagnie fruitière de Marseille. L'entreprise est soutenue par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 800 millions de francs CFA dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA pour la première phase du projet. Cet hôpital confessionnel catholique sera géré par l'Ordre de Malte, une institution humanitaire rattachée au Vatican. Bon, le principe de l'Ordre de Malte est très simple, c'est un principe très humanitaire où on accueille le malade dans sa globalité. Toute la notion administrative financière vient après la prise en charge de l'urgence vitale. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiasalé-Bodo a une dizaine de services, avec un plateau technique performant à l'image des structures sanitaires internationales. 2 salles d'opération, une salle traumatologie, une salle viscérale, 3 lits de soins intensifs, une unité de stérilisation centrale très performante et particulièrement moderne, un système de climatisation-ventilation des salles en surpression, ce qui est, qui est très important pour la lutte contre les infections nosocomiales, une pharmacie hospitalière qui sera essentiellement axée sur des médicaments génériques de qualité pour qu'ils soient facilement accessibles aux populations. Construit avec des matériaux locaux faits de briques de terre compressées, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste est destiné aux salariés de la SCB, ouvert à toute la population. Des services seront assurés par des agents du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, des contractuels, ainsi que des religieuses. La phase 2 du projet démarre à partir du 2e semestre 2015. Elle prend en compte le renforcement de sa capacité d'accueil. Le nombre de lits d'hospitalisation passera de 50 à 100 lits, avec des services supplémentaires et une chapelle. Ça y est, le service a repris dans les hôpitaux et autres services de santé. La coordination des syndicats des personnels de santé a suspendu son mot d'ordre de grève. Souvenez-vous, les personnels de santé réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Reprise du travail dans les centres hospitaliers et universitaires. Au CHU de Cocody, le docteur Louis Védi, gynécologue obstétricien, a reçu plusieurs patients. Depuis hier d'ailleurs, la reprise elle est effective. Les patients sont là, on les a toutes vues. 2 sont déjà au bloc opératoire. Ceux qui sont là sont en attente d'accoucher, on va dire. Et puis d'autres sont hospitalisés. On a reçu environ une trentaine de patientes. Selon le directeur médical et scientifique du CHU de Cocody, le travail se déroule plutôt bien. Très tôt le matin, nous avons réuni les chefs de service et nous avons nos dispositions pour que les malades hospitalisés puissent être pris en charge. Donc les activités ont repris normalement. Tous les services fonctionnent, sauf les services qui sont normalement fermés, c'est-à-dire soit pour des travaux, par exemple. Les urgences sont fermées pour des travaux, donc les urgences ne fonctionnent pas, mais sinon tous les services fonctionnent. Pour rappel, les personnels de santé avaient lancé un mot d'ordre de grève de 72 heures le lundi 13 avril pour le déblocage de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce même lundi, ce mot d'ordre a été suspendu.
Le Premier ministre Daniel Kablan-Djenkan ayant promis de les recevoir le 16 mai pour une meilleure analyse de leurs revendications. Reportage signé Ami Sissoko. À travers une campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des pluies diluviennes, l'Office national de la protection civile veut prévenir les dégâts occasionnés par les pluies diluviennes. La campagne a été lancée pour la prévention des populations contre les accidents domestiques et les inondations. On retrouve Abou Sanogo. La campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des pluies diluviennes lancée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Elle vise à prévenir les risques d'inondation, d'effondrement de maisons et d'éboulement de terrains. Cette campagne a aussi pour but d'avertir les populations sur les dangers auxquels elles s'exposent en vue de les inciter à libérer les sites dangereux, d'où le thème « Quelle prévention pour une population protégée contre les accidents domestiques et les inondations ?» Une initiative de l'Office national de la protection civile. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'on atteigne cet objectif zéro mort. Mais malheureusement, s'il advenait que des catastrophes survenaient et que des pertes en vies humaines étaient constatées, nous devons également montrer la force de réaction rapide du gouvernement à travers les structures spécialisées. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le gouvernement mettra tout en œuvre pour réduire les effets néfastes des pluies diluviennes. Par ailleurs, il exhorte les populations à quitter les zones à risque, car la météo prévoit cette année des pluies diluviennes. Demander à toutes les populations qui sont dans des zones à risque, les zones identifiées comme telles par tous les services compétents, de ne pas rester sur ces sites. Car rester sur ces sites, c'est mettre la vie de leur famille, leur propre vie en danger. Je veux que nous puissions le répéter partout. À ce jour, sur les 52 sous-quartiers à risque identifiés dans les communes d'Abobo, d'Adjamé, d'Atekoubé, de Yopougon et de Cocody, plus de 80% ont été libérés. Tout sera mis en œuvre pour que la totalité des sites identifiés soient libérés pour le bien-être des populations. La DSPS, la Direction des stratégies de la planification et des statistiques, vient au nom du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de publier les données statistiques de l'année 2014-2015. Un peu plus de 5 millions d'élèves ont constitué la population étudiée. À ceci s'ajoute la population, les enseignants et le matériel didactique, sans oublier les centres d'alphabétisation. Selon la ministre Kandia Camara, les indicateurs sont en hausse. Franck Quadio. C'est désormais officiel. Les résultats des données statistiques scolaires 2014 à 2015 sont disponibles. Ces résultats concernent la période allant de janvier au 14 mars 2015, 3 mois de données sur l'école ivoirienne réalisées sur l'ensemble du territoire par la Direction des stratégies de la planification et des statistiques. Les statistiques scolaires participent de la bonne gouvernance de l'école dans la mesure où elles aident à la décision pour un accès généralisé, équitable et de qualité. Par exemple, cette session a porté sur une population de 5 49 496 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire de l'enseignement général et technique. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, les indices sont au vert. La scolarisation de la jeune fille, par exemple, 58,8% contre 54,2% l'année 2013 à 2014, soit une hausse de 4,6%. Autant de raisons d'être optimiste. De façon générale, tous les indicateurs sont en hausse. Nous notons une nette amélioration du taux brut de scolarisation, tant dans le cycle primaire que secondaire. Cela est le résultat des efforts entrepris par le gouvernement pour faire de l'accès à l'école pour tous une réalité. Taux brut de scolarisation à 95,4% au primaire, même s'il y a encore quelques 1 43 450 élèves sans extrait d'acte de naissance au primaire, la sensibilisation est de mise